toutes sex aequo. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non. Une orientation sexuelle, le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Bonjour à toutes, nous revoilà sur la chaîne de Toutes Sex Aequo. Aujourd'hui, nous allons parler anatomie sexuelle et en particulier donc de l'appareil reproducteur dit féminin dans un premier temps et dans un second temps, nous parlerons de l'appareil reproducteur dit masculin. Pour cela, nous avons le docteur Fendler présente avec nous qui pourra répondre à toutes vos questions. Bonjour. Bien évidemment, toutes les questions que nous allons aborder aujourd'hui, on n'oublie pas que certains hommes ont un utérus. Pour commencer cette première partie du podcast, nous allons nous orienter vers l'appareil reproducteur dit féminin. Première question que nos chers abonnés, notre chère communauté nous a demandé de me poser comme question. Voilà, de vous poser comme question. Donc, pourquoi les règles, ça fait mal? Alors, déjà, les règles ne font pas forcément mal à toutes les femmes, mais en effet, elles sont généralement pourvoyeuses de douleurs, tout simplement parce que c'est votre utérus qui se contracte, et le fait que l'utérus se contracte, ça crée des douleurs. Il faut bien que ça évacue le sang en fait qui est à l'intérieur, et pour ça il y a besoin de contraction, donc c'est fait partie des raisons pour lesquelles vous allez avoir des douleurs. Question suivante, donc on a eu la demande de qu'est-ce que c'était que l'hymen et à quoi ça ressemblait dans l'appareil reproducteur dit féminin. Alors l'hymen, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait à l'entrée du vagin. En fait, c'est une membrane que vous avez juste à l'entrée du vagin qui est légèrement perforée pour pouvoir faire passer en fait le sang au moment des règles. Et en fait, au moment du premier rapport sexuel, c'est cette fameuse zone qui peut être douloureuse et qui peut un peu saigner au moment du premier rapport. Et à quoi ça ressemble? Il y a plusieurs formes d'hymen. Il y a surtout, ça fait comme un espèce de rond. Parfois, c'est un petit peu, si vous voulez, comment dire, il y a des replis en fait qui font que ça ressemble, je n'irais pas dire une petite fleur parce que c'est un peu, ça fait un petit peu, c'est un peu trop caricaturé, mais globalement, en fait, ça fait comme un rond. Et puis, il peut y avoir parfois des anomalies de l'hymen, c'est-à-dire des femmes qui vont pas avoir l'hymen qui est perforé, et là, ça va créer certains soucis parce qu'on peut pas évacuer les règles. On va avoir des hymens qui vont avoir ce qu'on appelle comme s'il y avait une espèce de cloison à l'intérieur, ce qui fait que ça crée, entre guillemets, comme s'il y avait deux perforations. Mais globalement, la majorité des femmes, elles ont surtout comme un petit rond ou un ovale, en fait, avec des replis, et ça ressemble à ça, l'hymen, tout simplement. Et est-ce normal d'avoir les lèvres qui dépassent? Alors, les lèvres, déjà, il y a les petites lèvres et il y a les grandes lèvres. Et actuellement, il y a en effet tout un grand débat c'est pas un grand débat, mais il y a beaucoup de dames qui sont complexées par leurs lèvres. En fait, c'est comme tout, les dames, elles ont des petites lèvres comme certaines des plus grandes. C'est un peu comme si vous aviez des grandes oreilles et des petites oreilles. Globalement, chacun n'est pas fait de la même manière. Et d'avoir des lèvres des fois qui sont un peu plus importantes, c'est pas grave en fait, ça gêne pas, c'est vous comment vous vous sentez. Il y a en effet des jeunes filles par contre qui ont des grandes lèvres et qui là deviennent gênantes parce qu'elles vont frotter au niveau de la culotte, au niveau des protections que vous mettez pour des protège-slips ou des serviettes, et là ça peut s'irriter, et là en effet ça peut être gênant, mais globalement la majorité des lèvres, elles sont, il y en a des plus ou moins grandes, et il n'y a pas à avoir de complexe là-dessus, c'est la manière dont on est fait, comme on peut avoir un pénis de taille différente. Globalement, personne n'est fait pareil. Donc, faut pas être complexé.
Non, mais dans la vie, il ne faut pas être complexé par quoi que ce soit. Tout le monde est différent. Et tout le monde doit s'accepter tel qu'il est. Et en particulier, l'élève, finalement, c'est quand même quelque chose qui nous regarde nous. Et il n'y a pas de complexe à avoir vis-à-vis de ça. Ensuite, donc on a eu une question sur ce qu'on appelle un ectropion. Donc un ectropion peut-il donner des dyspareunies balistiques ou doit-on penser à ce qu'on appelle l'endométriose? Donc déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qu'un ectropion, des dyspareunies balistiques, tout ça? Alors, déjà, l'ectropion et endométriose, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est deux choses différentes. L'ectropion, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. En fait, c'est quand on regarde le col de l'utérus, et ben, normalement, le col a une certaine, c'est un certain tissu, et parfois on a comme quelque chose d'un peu plus friable, d'un peu plus saignotant, et en fait, c'est tout simplement un peu comme si le col, en fait, comment expliquer? C'est pas simple à expliquer avec des mots que tout le monde pourrait comprendre, mais en gros, globalement, c'est un peu l'intérieur de votre col qui s'éverse et qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus friable et ça fait saigner. Par exemple, ça peut expliquer des saignements après des rapports ou des choses comme ça. L'endométriose, et ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui est plutôt dans le ventre. Et en effet, ça peut être responsable de dyspareunie profonde. Les dyspareunies profondes, c'est les fameuses douleurs qu'on peut avoir au moment des rapports. Les dyspareunies, ça peut être superficiel au niveau de la vulve, ça peut être dans le vagin, ou alors tout simplement ça va être profond. Et c'est ce qu'on appelle également, si vous voulez, balistique, mais c'est pareil, c'est pas un terme qu'on utilise finalement nous fréquemment, on appelle ça plutôt des dyspareunies profondes. Et c'est au moment du rapport, on a mal dans le fond du vagin. Et en effet, ça peut être ça par contre, des symptômes d'endométriose, puisque des fois on a des nodules d'endométriose qui viennent se mettre juste dans le fond du vagin, mais plutôt en regard plutôt du fond du vagin, qu'on peut palper nous-mêmes en examinant la dame. Et en effet, ça peut être des zones douloureuses. Mais ectropion et endométriose, ça n'a strictement rien à voir. Et l'ectropion, à part vous faire des fois avoir des petites traces de sang après des rapports ou vous faire saigner alors que vous n'aviez rien demandé, ça fait absolument rien et c'est absolument pas grave. Et comment on peut traiter l'ectropion? l'ectropion? Mais ça se traite pas en fait un ectropion, ça vient, ça peut venir, ça peut partir, c'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose de grave et ça se traite pas en fait. Par exemple, les femmes enceintes ont beaucoup plus facilement des ectropions que les femmes non enceintes parce qu'il y a une activité hormonale qui fait qu'il y a plus d'ectropions. Ok, donc maintenant on va faire un petit point question sur, après avoir parlé de l'appareil reproducteur dit féminin, et ben on va s'intéresser à l'appareil reproducteur dit masculin. Donc on a eu comme première question sur les problèmes d'érection, une personne qui a des problèmes d'érection et il ne sait pas comment le dire à son partenaire, de peur de faire fuir, d'avoir honte, tout ça. Alors déjà, moi je reste gynécologue obstétricienne, donc c'est vrai que sur le côté, sur le côté de l'appareil reproducteur dit masculin, c'est moins mon domaine, mais c'est vrai que concernant un peu les problèmes de sexologie, finalement, on est quand même confronté dans notre métier. Déjà, quand on a des troubles de l'érection, il faut aller voir un médecin parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Si c'est juste psychologique, entre guillemets, ou si c'est dû à quelque chose de... une cause, que ce soit hormonale ou anatomique. Et donc déjà, il faut consulter un médecin pour savoir si finalement il y a une explication. Et ensuite, après, je pense que comme dans toute relation amoureuse, à partir du moment où il y a une relation de confiance et une relation qui s'installe sur le plan sexuel, et les choses se font naturellement. Et si vous devez en parler, vous en parlerez facilement. Ça viendra tranquillement sur le tapis, si je puis dire. Et il n'y aura pas besoin de provoquer cette conversation en se disant il faut absolument que je lui en parle. Et ça, c'est le problème finalement de toute personne dans un couple. Voilà. Ensuite, on a eu plusieurs questions. On a cette question qui est revenue assez souvent. Est-ce qu'on considère la prostate, est-ce qu'on peut considérer la prostate comme étant un organe sexuel?
Alors, les organes sexuels, en fait, il y en a plusieurs. Chez la femme, vous avez tout ce qui est clitoris, vagin et tout ce qui est mammaire, tout ce qui est sein. Et ensuite, chez l'homme, en effet, vous avez donc le pénis avec le gland, les testicules, et en effet, on a la prostate. C'est un organe sexuel. Déjà, de un, ça produit ça produit quand même, entre autres, ça aide il y a les vésicules séminales juste à côté qui vont produire, entre autres, le liquide séminal qui fait partie du sperme. Et en fait, pendant l'acte sexuel, vous avez entre autres le sperme qui va aller au fur et à mesure dans cette zone-là, et ça peut en fait créer une espèce de pression vers la zone prostatique, et ça peut donc favoriser aussi un plaisir sexuel au niveau de la prostate. D'accord. Voilà. Autre question, donc là légèrement différente. On a un internaute qui nous a posé la question si d'être circoncis, si ça réduisait réellement le plaisir et si ça impactait la vie sexuelle d'un couple. Ou même la vie sexuelle d'une personne en général. Alors moi, vous imaginez bien, je ne pratique pas la circoncision vu que je suis quand même plutôt chez les femmes. Oui. Mais aux dernières nouvelles, il y a quand même beaucoup de circoncision dans certaines cultures, donc ça m'étonnerait que ça pose des problèmes dans la vie sexuelle. Ce qui est sûr, c'est que vous enlevez le prépuce dans la circoncision et donc vous mettez entre guillemets, le gland en permanence entre guillemets à l'air. Et donc, depuis qu'il y a une stimulation du gland sans forcément créer un plaisir sexuel, mais il y a une stimulation permanente du gland finalement, puisqu'il est à l'air libre, où il frotte contre les sous-vêtements, les choses comme ça. Ce qui fait que il sera peut-être... c'est pas qu'il sera moins sensible, c'est que son seuil finalement de stimulation sera peut-être plus élevé. Et au niveau de l'hygiène de vie, ça change quelque chose? Non, mais ça change quelque chose dans le sens où à la base, ça permet de... Ce qui serait dit, c'est qu'en fait, ça permet d'éviter de nettoyer. Enfin, c'est le fait de nettoyer complètement, en fait. Plutôt pas que d'éviter de nettoyer, mais il n'y a pas ce côté où il faut forcément décaloter pour pouvoir bien nettoyer. Et il y a des choses qui se disent comme quoi le fait que ce soit recouvert, il peut y avoir des saletés qui s'accumulent et donc peut-être être moins hygiénique. D'accord. Mais ça, après, honnêtement, c'est quand même beaucoup une histoire de culture et d'habitude, je pense. Après, il y a des gens qui sont circoncis pour des histoires médicales. Et si on le fait, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas non plus de conséquences derrière qui empêchent d'être comme tout le monde. Ok. Oui, Du coup, maintenant, on va passer au côté. On a reçu une question plutôt sur de l'anatomie générale. Je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Mon vagin ou mon sexe, mon sexe en général, dégage une forte odeur. Des gens se posent si c'est un problème de mycose ou si c'est autre chose. Alors, chacun a une odeur différente, probablement comme la peau finalement. En effet, vous allez avoir des fois des troubles en fait des troubles de l'équilibre en fait de votre muqueuse. C'est-à-dire que, alors moi, c'est vrai que je connais plus le vagin, mais le gland est finalement fait aussi de la même manière d'une muqueuse et ça peut arriver qu'il y ait aussi des mycoses sur des glands. Mais globalement, vous avez une muqueuse et en fait, il y a plein de petites bactéries et champignons qui vivent ensemble. En fait, chacun a en gros, tout le monde vit à sa manière. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus important que l'autre. Et parfois, il suffit qu'il y ait un dérèglement un peu de cette flore, ce qu'on appelle la flore, et vous avez un pH qui va devenir un peu plus basique ou un peu plus acide, et ça peut donner justement ce qu'on appelle des mycoses ou alors des vaginoses, et en effet qui peuvent donner des odeurs. Et ça, déjà, ça peut être tout simplement en changeant un peu les habitudes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laver normalement, on se lave qu'une seule fois par jour. Il faut éviter de mettre des pantalons très serrés, de mettre des choses qui macèrent, faire en sorte que ça macère pas, que ça macère le moins possible en fait entre les jambes. Et après, il y a des cures probiotiques, il y a ce genre de choses. Mais il y a aussi tout simplement, quand vous n'êtes pas lavé depuis 24 heures, et forcément, votre odeur va être un peu plus forte que quand vous sortez de votre douche. Mais des fois, on a aussi l'impression que notre odeur est très forte et en fait, on se rend compte. Les femmes, en fait, il n'y a que elles qui le sentent. Finalement, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous ne sentez pas son odeur entre les jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de... faut aussi se méfier et se dire que finalement,
C'est pas parce que je sens quelque chose que c'est forcément fort, en fait. Parce que vraiment, il y a des odeurs qui sont avec des bactéries, ça sent vraiment extrêmement fort. On a même quelque chose, on appelle ça même comme ça sent le poisson pourri. Et le jour où ça sent comme ça, bah ça, vous le sentez vraiment. D'accord? Mais ça, c'est pas forcément dû à une maladie ou une mycose ou quoi. Bah, ça peut être des vaginoses plutôt, des choses comme ça. En effet, des fois, ça peut être un petit traitement, mais et c'est favorisé au moment où il y a des dérèglements hormonaux, en fait. D'accord. Et où des fois, il y a des grandes fatigues, des périodes de stress, des choses comme ça. Et la pilule, elle peut faire ce genre de choses? Je crois que certaines pilules peuvent favoriser, après, pas forcément. Enfin, c'est pas parce que vous prenez la pilule que vous allez avoir ça, en fait. D'accord. Non, non, mais après, il y a des contextes plutôt, je vous dis, plutôt des moments de stress. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ok. Et voilà, nous en avons terminé sur la partie anatomie sexuelle. Nous espérons que le docteur a pu répondre à toutes vos questions. Bien évidemment, nous la remercions très fortement d'avoir participé à notre projet universitaire en tant qu'intervenante et nous lui souhaitons une bonne continuation. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast sur la chaîne de Toutes Sex Éco. Au revoir, salut. Kiss, kiss, love, love, papillon.